naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Histoire naturelle. Nous nous penchons aujourd'hui sur un film culte du cinéma américain. Un film que l'on dit aujourd'hui précurseur, d'une très grande noirceur, mais qui porte les ferments d'une société en prise avec ses propres démons, les problèmes environnementaux. Nous allons demander à Yoann Chanoir de nous éclairer sur le sujet. Agrégé et docteur en histoire, il est l'auteur de la thèse « Châteaux médiévaux au cinéma, entre imaginaire et historicité, des lendemains d'Hastings à la Diète de Worms, sous la direction de Perrinman ». Nous avons abordé le film à travers plusieurs thématiques, celle de l'écofiction et de la nature, sa disparition en tout cas, de la conscience du réchauffement climatique dans les années 70, l'esthétique très particulière du film, le parti pris du désespoir, la thématique de la violence dans un film d'anticipation, mais aussi la thématique du grand mensonge, avec la figure de l'enquêteur qui cherche à tout prix la vérité qu'on lui cache. Le film a traversé les années, mais n'a jamais semblé aussi réaliste et prédictif qu'aujourd'hui. What is the secret of Soylent Green? Soleil Vert, un film de 1973, un film de Richard Fleischer qui est connu et qui est devenu célèbre avec son film sur les Vikings en 1958 avec Kirk Douglas et Tony Curtis notamment, qui a aussi travaillé pour les studios Disney. Il a fait 20 milieux sous les mers aussi avec Kirk Douglas. Et en 73, donc c'est une commande des studios MGM. On lui demande de réaliser Soleil Vert. Donc Soleil Vert a un casting assez impressionnant pour l'époque, puisqu'il y a bien sûr Charlton Heston, qui est une star hollywoodienne, qui a été oscarisée pour son Ben-Hur en 1959, et qui a la réputation, jusque dans les années 70, de faire des films progressistes, comme par exemple La planète des singes en 1968, qui est devenu célèbre avec sa fin, où on voit un morceau de la Statue de la Liberté sur une plage et qui montre les résultats d'une guerre nucléaire entre certainement l'Est et l'Ouest. Il a également joué dans Le Survivant en 1971, un film également post-apocalyptique qui tirait d'un roman de Richard Matheson, Je suis une légende. Mais il a joué aussi dans des films médiévalistes comme Le Cid, Le Seigneur de guerre, etc. Et puis il a joué dans un western aujourd'hui un peu oublié, Sam Peckinpah, en 1964, Le Major Dundee, qui était un film contre la guerre du Vietnam. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est marqué par son engagement. Donc après, il va, s'orienter vers plutôt le conservatisme politique, ce qui va devenir plus tard président de la NRA. Et donc il y aura des positions très très conservatrices proches du Parti républicain. Alors à ses côtés, il y a Edward G. Robinson, qui est aussi une grande star, qui est malheureusement à l'époque du tournage atteint d'un cancer. Et d'ailleurs, il meurt peu après. On devait lui remettre un Oscar pour l'ensemble de sa carrière en 1973, mais il va décéder avant. Pour son dernier film, il est dans un état de très grande faiblesse. Il est devenu pratiquement sourd, donc ça impose un travail supplémentaire aux techniciens. Et la souffrance du personnage dans le film s'inscrit donc dans une réalité. Et c'est ce qui donne un peu, on va dire, une coloration très forte à son agonie lorsqu'il décide en fait d'aller mourir spontanément et librement dans le centre de transformation. Voilà. Alors après, on a une pléiade de second rôle. Oui. Pour finir, on a Brock Peters qui joue le rôle du lieutenant de police, qui d'ailleurs a déjà joué avec Charlton Heston dans Major Dundee et qui est un des seconds rôles très très célèbres. Et puis on a aussi Joseph Cotten qui joue le rôle de celui qui veut révéler la vérité et qui demande à se faire assassiner au début du film, qui est également une très grande star hollywoodienne et qui a notamment joué plusieurs fois pour Orson Welles. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur le casting de ce film. Pour l'intrigue, donc, ça commence par un crime dans une atmosphère un peu, on va dire,
futuriste. On est en 2022, donc le film est tourné en 73, et dans une société futuriste, un homme se fait assassiner. Donc on comprend au fur et à mesure de l'intrigue qu'en fait il a voulu se faire assassiner, c'est une sorte de suicide. Et Charlton Heston joue le rôle d'un officier de police qui va enquêter sur ce meurtre et comprend très rapidement que ce meurtre n'est pas aussi simple, n'est pas aussi crapuleux qu'il le semble. Voilà ce qu'on peut en dire. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, peut-être tout de suite, des personnages qui me semblent donc assez stéréotypés et traditionnels, puisqu'on trouve donc le policier enquêteur qui vit auprès du vieux bibliothécaire. On trouve des rôles assez stéréotypés comme le rôle de la maîtresse et puis le rôle du prêtre. Bien sûr. Alors en effet, les personnages du film sont très stéréotypés, ce sont les archétypes. Alors le policier solitaire, l'enquêteur solitaire, c'est vraiment une des figures qui traverse toute la filmographie hollywoodienne, jusque dans les années 70 et bien sûr encore aujourd'hui. Et si on s'arrête en 73, on retrouve ce type de figure dans de nombreux films, soit des films avec des détectives comme par exemple Humphrey Bogart, ou des films comme L'inspecteur Harry, où on trouve un policier qui enquête de manière obstinée, presque, malgré les pressions, les tentatives de corruption qu'on verra d'ailleurs dans le film. Et donc c'est vraiment un des personnages centraux du cinéma hollywoodien. Alors le bibliothécaire, très curieusement, est aussi un personnage récurrent du cinéma hollywoodien, mais jusqu'en 73, il est davantage féminin que masculin. Donc là, c'est aussi un peu une rupture avec le personnage joué par Edward G. Robinson, car si les bibliothécaires sont nombreux dans le cinéma américain, ce sont surtout des femmes. On peut penser par exemple à Bette Davis dans Au cœur de la tempête en 1956, ou Katharine Hepburn en 1957 dans Une femme de tête, qui joue une bibliothécaire face à Spencer Tracy, qui a inventé une nouvelle méthode d'organisation et de travail. Et donc là, on voit déjà un peu la grande originalité du film Soleil Vert, puisque en fait il masculinise le personnage du bibliothécaire. Bon, après, c'est une évolution qui est appelée une grande destinée, puisque on se souvient tous du Nom de la rose, avec un personnage masculin de bibliothécaire qui dispose du savoir et qui aide l'enquêteur à boucler et à mener son enquête. Alors ensuite, on trouve d'autres seconds rôles également très traditionnels. Alors le prêtre, en fait, il est au service d'un axe narratif très très fort, qui est hérité du roman qui a inspiré le film, puisque en fait il y a une dénonciation du rôle des églises. On en reparlera, avec un prêtre un peu en dessous, un peu effacé par le poids de la confession dont il a eu à entendre la teneur, mais c'est aussi évidemment un personnage récurrent du cinéma hollywoodien. Et enfin, donc la maîtresse, bien sûr. Alors les femmes, c'est l'époque où les femmes dans le cinéma hollywoodien ont des rôles très stéréotypés, très topiques, avec soit des femmes à la beauté froide, etc., ou des personnages secondaires qui servent de faire valoir aux hommes, comme cette maîtresse que l'on voit dès le début du film, mais qui n'a même pas de nom, puisqu'elle porte le nom de Mobilier, puisque les maîtresses dans la société futuriste dessinée par Soleil Vert sont des mobiliers, sont des éléments d'un immeuble, d'un logement que la caste des privilégiés a à sa disposition pour son plaisir. C'est un petit peu étrange de voir cette figure de l'enquêteur dans un film de science-fiction, non ? Alors, on l'a déjà, pas forcément peut-être avant, mais on la retrouve par exemple dans un film avec Sean Connery, il joue le rôle d'un marshal de l'espace qui vient enquêter sur une exploitation minière sur une planète éloignée de notre système terrestre. Donc en fait on retrouve souvent cet enquêteur un peu isolé dans les films de science-fiction. Bon, moi je pense surtout c'est Outland le film, et donc c'est pas quelque chose qui est qui est singulier. C'est peut-être on va dire un peu original en 1973, mais c'est appelé à un grand destin. Alors après il faudrait sans doute regarder dans les livres de science-fiction, dans les romans de science-fiction, parce qu'à l'origine le film est un roman. Moi je pense par exemple à toute la science-fiction des années 50 autour d'Asimov, etc., ou de Philippe K. Dick, où on trouve des personnages de détectives, d'enquêteurs, de policiers qui travaillent donc dans des sociétés futuristes et dans un style de science-fiction. Donc c'est à la fois nouveau et pas nouveau. Et là, votre question en fait, elle mérite
de mettre l'accent sur une réalité du film que l'on oublie souvent, parce que le film en fait est adapté d'un roman. Et même si le roman a été travaillé, restructuré, reconfiné pour les besoins du cinéma, il subsiste quelques traces, quelques survivances, pour reprendre un terme de sociologie, du roman initial, et le personnage de l'enquêteur est une de ces survivances. C'est vrai que dans les romans science-fiction, on trouve aussi beaucoup la figure du journaliste qui fait des enquêtes. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment, c'est une démarche assez conventionnelle, c'est-à-dire cette personne qui permet au lecteur ou au spectateur d'avancer dans l'intrigue au fur et à mesure qu'elle se joue. Donc journaliste, enquêteur, scientifique également. Il y a beaucoup de films des années 50 et 60 qui ont précédé Soleil Vert, où on voit un personnage un peu comme tout le monde, mais qui soit savant ou journaliste, qui tente de comprendre de ce qui se passe. Moi, je pense par exemple à un film comme Les Monstres attaquent la ville, un film avec des fourmis géantes qui résultent des essais nucléaires dans le Nevada, et on voit, en fait, on avance au travers de la pensée d'une scientifique et puis également d'un agent du FBI. Donc on retrouve encore le personnage de l'enquêteur, et c'est un procédé très traditionnel, très conventionnel du cinéma hollywoodien, et qui permet en fait au public de se plonger dans l'intrigue. New York City, in the year 2022. On peut parler donc du décor, du contexte. Donc c'est un film qui se déroule dans le New York de 2022, donc c'est très, très proche de ce que nous vivons actuellement. Alors effectivement, c'est un film en studio, c'est-à-dire que c'est le dernier film en studio qui a été tourné dans les studios de la MGM, et c'est donc un film qui appartient vraiment véritablement à l'histoire du cinéma. Donc il y a vraiment une reconstruction d'un New York futuriste en 1973. Donc on imagine ce que sera la société de 1922. Et d'ailleurs, la première séquence du film, la séquence introductive, avec une musique dissonante, où on montre de manière très très rapide, avec un montage très nerveux, l'évolution de la société jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2022, puis qui finit très très brutalement avec une vue sur une rue de New York, avec des filtres de couleurs très ternes, très beige, pour montrer la pollution atmosphérique, le surpeuplement. Donc c'était vraiment très travaillé. Et donc c'est un film qui n'est pas tourné en extérieur, qui est tourné sur les plateaux, etc. Et ça montre aussi, c'est une butte témoin d'un certain cinéma, parce que maintenant, aujourd'hui, ça commence dans les années 80 d'ailleurs, on tourne avec des effets de synthèse, on tourne avec des images de synthèse, des effets numériques, etc. Et là, c'est un film à l'ancienne, qui tournait encore sur ces grands plateaux que l'on peut toujours d'ailleurs visiter aujourd'hui à Los Angeles, dans les studios par exemple Universal ou autres. Et donc rien que pour ça, il y a déjà un travail de décor absolument stupéfiant, et qui est typique d'ailleurs du cinéma hollywoodien des années 50, 60 et 70. Alors ensuite, il y a cette volonté de mettre en scène une société totalement bouleversée en 2022, bouleversée par la pollution atmosphérique, pollution des terres, puisqu'il ne reste plus de terres cultivables, et la seule chose qui resterait, ce serait donc les océans, et on verra après qu'il n'en est pas du tout question, et surtout de la surpopulation. Et là encore, je vous disais tout à l'heure que le film a tenté de se distinguer du roman, sous la pression des patrons du studio, qui ne voulaient pas entendre parler d'un film uniquement sur la bombe démographique, mais on voit quand même plusieurs scènes où on montre un New York surpeuplé, littéralement. D'ailleurs, il y a un chiffre, je crois, qui apparaît tout de suite après la séquence introductive, qui montre la population de New York, donc sur un fond de couleur très très terne. Et le sujet central du roman qui a inspiré le film est la bombe démographique, l'explosion démographique, et puis la manière de la contrôler. Et cet aspect a été abandonné. Mais il en reste encore quelques témoignages, quelques traces dans le film, parce qu'à plusieurs reprises, on a des images de ce New York surpeuplé, où la population est vraiment très nombreuse, notamment dans la scène la plus célèbre, et qui a fait date d'ailleurs, parce qui a inventé un nouveau paradigme pour des scènes d'émeutes et de répression d'émeutes urbaines. C'est la scène de l'émeute du marché, avec l'intervention des bulldozers qui écrasent littéralement les manifestants. Et donc là, il y a vraiment quand même un travail absolument incroyable
sur ce qu'est une ville en 2022 pour les décorateurs et leurs réalisateurs, mais également un travail sur comment on gère les émeutes urbaines dans une ville futuriste qui est surpeuplée. Et là, on peut bien sûr trouver l'écho aux grandes émeutes urbaines qui ont traversé l'histoire des États-Unis, comme celle par exemple de Watts en 1968. Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need. Ce qui m'a le plus choqué dans ce film, en quelque sorte, c'est vraiment ce film est tourné un peu en mode jaunâtre et les acteurs sont tout le temps, ils ont tout le temps très chaud, ils sont tout le temps en sueur, il y a tout le temps plein de monde dans les scènes, c'est saturé de personnes, il y a des corps dans les escaliers, enfin c'est vraiment organique et il y a une conscience de ce réchauffement climatique assez précis dans les années 70 déjà. Alors, tout à fait, c'est vraiment là par contre c'est quelque chose qui a été voulu par les scénaristes, par le conseiller technique Frank Bowerman, qui était d'ailleurs président d'une académie pour la protection de l'environnement, qui ont souhaité s'écarter du thème uniquement centré sur l'explosion démographique. Et donc le fait qu'on voit le réchauffement climatique, alors ce n'est pas si nouveau en fait en 1973, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il se passe quelque chose dès les années 60 aux États-Unis. Il y a tout un contexte, toute une série de travaux scientifiques. Moi je pense par exemple à Rachel Carson en 62 avec son ouvrage qui est devenu un best-seller, Printemps silencieux, où on prend conscience des dangers qui sont liés aux pesticides par exemple et la nécessité de protéger l'environnement. Il y a bien sûr le rapport de Stockholm en 1972, mais il y a également les premières lois sur l'environnement qui sont prises aux États-Unis en 1975 sous l'administration Nixon, avec par exemple, là on rentre carrément dans la thématique de Soleil Vert, le Clean Air Act de 1970, qui cherche à protéger la qualité de l'air aux États-Unis et qui entraîne une série d'obligations. Alors c'est vraiment cet aspect... C'est très, 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 très novateur à l'époque d'insister d'évoquer le réchauffement climatique. Et je crois qu'on peut quand même saluer la préscience de Soleil Vert parce qu'on voit presque une mise en scène de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'anthropocène, c'est-à-dire cette ère géologique où le principal facteur de changement c'est l'homme et son activité économique. Et en fait, ce film présente le terme de l'anthropocène, le terme de ce processus délétère qui a détruit l'environnement, qui a détruit les océans, qui a détruit les terres et qui a souillé l'air. Et en fait, on a une préscience absolument remarquable parce qu'on peut le regarder, nous on le regarde à plus de 50 ans en arrière et on s'aperçoit en fait que tout est déjà là et qu'il y a la conscience qu'il se passe quelque chose, que l'activité humaine n'est pas saine. Alors bien sûr, il y a tout le contexte, par exemple, des essais nucléaires et leurs effets, ou par exemple au Nevada, dans les grands États de l'Ouest, ou par exemple sur l'atoll de Bikini. Tout ce genre de choses, on prend conscience que l'activité humaine a une empreinte irrémédiable sur l'environnement. Mais ce film est quand même un des premiers à le mettre en scène avec, je le répète, une préscience assez remarquable pour le début des années 70, même si il y a un contexte de prise de conscience que l'environnement est endommagé par l'activité humaine et qu'on assiste aux premières réactions face à l'empreinte humaine. Est-ce qu'on peut parler donc de films plutôt pré-apocalyptiques ou post-apocalyptiques ? Alors c'est une très très bonne question, puisque en fait ce film a la réputation d'être précurseur pour son époque, et d'ailleurs aujourd'hui quand on parcourt internet, le qualificatif qui revient de manière récurrente et constante, c'est un film précurseur. Alors comment le classer ? Est-ce que c'est un film pré-apocalyptique parce que c'est un film qui associe prévention et prédiction, ou c'est un film post-apocalyptique parce qu'il présente une société futuriste mais qui est en fait très traditionnelle avec une caste de puissants et puis une masse dominée par cette caste de puissants et qui est dans une sorte de moment de stase où il y a d'ailleurs, on les voit peu travailler, on les voit simplement au marché, et la question centrale est d'ailleurs de nourrir cette masse qui apparaît de toute évidence désœuvrée, au chômage, sans activité professionnelle. Et là encore, on retrouve une survivance du roman, parce que je pense qu'un des axes narratifs centraux de ce film, c'est bien, la question de l'alimentation des masses. C'est en fait un film très malthusien.
et l'auteur du roman militait d'ailleurs pour un contrôle des naissances et tout d'ailleurs la représentation très très négative des églises et des conservateurs. Alors comment le classer ? Pour répondre à la question, moi je le verrais plutôt à son époque comme un film post-apocalyptique, puisque bon, c'est assez traditionnel comme représentation, bon, ne serait-ce que par les problèmes sociétaux qui sont mis en scène, comme la caste de privilégiés, les ghettos, la restriction alimentaire, qu'on retrouve dans toute une série de films, avec aussi, comment dire, les conditions de vie très très misérables de la population qui n'appartient pas à la caste, avec d'ailleurs, et c'est vous qui en avez eu l'idée, et c'est vrai que ça s'apparente, notamment la scène de marché, ça s'apparente à l'imaginaire médiéval, et on sait que depuis les années 50, les studios hollywoodiens, lorsqu'ils représentent les paysans médiévaux, utilisent des palettes de couleurs assez ternes, marron, beige, grise, etc., que l'on retrouve dans ce film. Donc là, à mon avis, vous avez tout à fait raison, Tassani, il y a une communauté de représentation évidente entre les sociétés, enfin la manière dont on voit la société paysanne médiévale et la société dont on voit une sorte de futur dans les années 2022. Alors c'est pas non plus aujourd'hui, c'est pas très original parce que bon, on peut penser à une série comme The Walking Dead, donc une série post-apocalyptique avec des zombies, où la question centrale en fait n'est pas, à mon sens, n'est pas tant la manière dont une société s'adapte à une apocalypse et à la présence de zombies partout, mais plutôt à savoir qui détient le monopole de violence légitime. Parce qu'à un moment donné, dans une série, enfin dans une des saisons de Walking Dead, et là, on le voit à deux moments différents, on retrouve un peu une sorte de féodalité des personnes qui contrôlent un territoire et qui accordent la protection à une série de personnes qui les nourrissent, mais en échange de services, etc. Donc là, on retrouve un peu une vision de la féodalité et qui est un peu d'ailleurs celle en filigrane de Soleil Vert, où la caste des puissants vit dans des endroits très privilégiés. Alors, la résidence du début est presque un château, elle est entourée de forteresses, elle dispose d'un mur d'enceinte, elle dispose d'une garde, même si la garde n'est pas très efficace. Donc on retrouve un peu des éléments de médiévalité dans ce film, et ça c'est un processus très classique des films post-apocalyptiques. Moi je pense par exemple au film italien des années 80, donc un peu plus tardif que Soleil Vert, d'Enzo G. Castellari, comme par exemple le retour des Templiers, je crois, de mémoire, ou les nouveaux Templiers plutôt, où l'on voit encore justement une société post-apocalyptique qui résulte de la guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, et la seule survivante de la société, c'est un groupe de Templiers, donc c'est vraiment l'institution médiévale par excellence. Alors ensuite se pose la question, et qui rattache encore ce film au du genre post-apocalyptique, c'est la question de la survie de la communauté, que l'on retrouve aujourd'hui dans Walking Dead, mais que l'on retrouve dans un film La Route, qui est tiré d'un roman de McCarthy. Et donc il y a vraiment toute une série de choses qui tirent le film vers le genre post-apocalyptique. Mais il faut se rappeler, pour conclure, de l'époque du tournage, en 73, donc on imagine la société 2022 comme une société marquée par le réchauffement climatique, marquée par une explosion démographique, marquée par la concentration de la population dans les métropoles qui deviennent invivables, par la crise de l'énergie. Et en ce sens, le film aussi au genre pré-apocalyptique, et ce qui explique à mon avis cette dualité, cette double identité, explique le succès de ce film, d'une part et d'autre part sa richesse, puisqu'on en parle toujours encore aujourd'hui. What is the secret of Soylent Green? Et les films de science-fiction comme Soleil Vert ont toujours tendance à voir le monde divisé en districts, en ghettos, même dans, je pense à District 9 ou Blade Runner, tout est ghettoisé en fait. Ah oui, ça ce sont deux très bonnes références, effectivement. Alors Blade Runner, c'est un très très grand film, inspiré d'un travail de Philippe K. Dick, donc on retrouve encore les grands maîtres de la science-fiction américaine. District 9 aussi. Alors sur la ghettoisation, effectivement, alors District 9 en plus est aussi une allusion politique à l'apartheid, avec justement des quartiers vraiment séparés. Et donc on retrouve cette dimension sociétale dans Soleil Vert, où la société en fait est divisée en trois catégories. Et ça c'est aussi un trope de la science-fiction, que ce soit littéraire ou filmographique. La première classe est la classe des nantis,
qui ne travaille pas, qui vit dans le luxe, et d'ailleurs qui déshumanise les personnes qui sont à son service, parce qu'on ne parle plus de maîtresse ou de prostituée, on parle de mobilier, on ne parle pas non plus de garde du corps, mais de gardien, ou il y a même un autre terme qui est utilisé dans le film pour désigner les personnes qui vont tuer pour le service des nantis. Et la première chose, c'est la première classe. La deuxième classe, c'est la classe des policiers, qui doit assurer la protection, en quelque sorte, de la classe des nantis, d'une part, et d'autre part, qui doit assurer l'ordre public dans les rues, et d'où la scène du marché. Et enfin, il y a la troisième classe, c'est tout ce qui reste, à savoir cette population qui vit de manière surpeuplée. Vous vous rappelez tout à l'heure, les gens dorment n'importe où, y compris dans les escaliers, sous la protection d'un concierge qui est armé d'un fusil. Là, on retrouve vraiment cette division de la société en trois castes. Une caste qui ne travaille pas, qui est privilégiée, une caste qui est au service exclusif de la première, et une troisième caste qui ne fait que consommer. Et là, on retrouve vraiment quelque chose qui traverse toute la science-fiction à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et on retrouve aussi, pour conclure, à mon sens, une survivance du roman initial, parce que le roman se posait uniquement la question de l'explosion démographique, du contrôle des naissances, et toute la thématique, toute cette tâche narrative qui est autour de la nourriture, de ces tablettes appelées Soleil Vert notamment, qui ne sont pas d'une très grande qualité, gustative, et sont, à mon sens, vraiment le plus important dans le film, puisque... Alors pourquoi elles ne sont pas gustatives ? Bon, je ne peux pas spoiler, mais c'est aussi, à mon avis, un écho de la production en masse, puisqu'il faut produire en quantité pour nourrir cette population absolument affolante. Et d'ailleurs, on ne nourrit pas assez, parce que les stocks de Soleil Vert connaissent des ruptures épisodiques, d'où la scène de l'émeute. Et en même temps, je pense qu'il y a un écho aussi à quelque chose qui n'apparaît qu'en filigrane, mais c'est l'industrialisation du processus de production. Parce que dans le centre de production alimentaire, je ne dis pas à partir de quoi sont fabriquées les tablettes, je pense qu'on trouve un écho de l'élevage industriel qui surgit aux États-Unis dans les années 50. Alors on peut prendre l'exemple par exemple de la viande de poulet, parce qu'en fait cet élevage industriel a démocratisé la viande de poulet qui s'est invitée sur toutes les tables, mais en même temps ça a dénaturé le goût du poulet, puisque maintenant ce sont les animaux qui ne vivent plus dehors, qui ne vivent plus en liberté, qui sont nourris par des produits absolument incroyables. Et donc je pense là on a aussi un écho de ce que devient la société américaine en 1973. Et en ce sens, c'est à la fois une œuvre de science-fiction, mais également une œuvre qui est quand même marquée par le présentisme, au sens où elle s'inscrit dans un certain contexte de production et qu'elle évoque de manière un peu pointilliste la nourriture industrielle, les mégalopoles qui deviennent incontrôlables, les problèmes de sécurité, d'ordre public, etc. This is the police. What they need most is Soylent Green. The supply of Soylent Green has been exhausted. Ce qui est original dans Soleil Vert, c'est que il met en avant ces problèmes environnementaux et il prend comme postulat que ce sont les problèmes de disparité alimentaire qui vont engendrer la violence, contrairement à des films comme 1984 ou Le meilleur des mondes, où la violence provient plutôt d'une autorité, d'un système politique autoritaire. Le film Soleil Vert, c'est plutôt vraiment dans le manque de ressources naturelles que la violence naît. Alors en effet, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait relire le roman pour comprendre un peu ce que les studios hollywoodiens ont fait du film, mais que la question de nourriture, elle est centrale en fait dans ce film, elle est centrale puisque d'ailleurs au départ on ne comprend pas, et puis on le comprend au fur et à mesure, c'est la grande énigme du film, savoir le suicide déguisé de l'industriel, parce qu'il comprend il y a une sorte de grand mensonge derrière, les difficultés, les ruptures de stock qui produisent donc la scène de l'émeute, et après donc la découverte finale, l'apothéose, où on comprend comment sont fabriquées les tablettes qui nourrissent la population, parce que il faut le dire aussi, la nourriture est très sélective socialement, puisque la caste des nantis ne mange pas les tablettes. On les voit à un moment donné, on voit des repas, il reste des steaks de bœuf, il reste des légumes, etc. On voit même une serre, alors très petite, vraiment une sorte de jardin sous cloche qui produit encore quelques fruits et quelques légumes. Et d'ailleurs on voit, je crois à un moment donné, une tomate dans le film qui
qui est réservé à quelqu'un, ou également une confiture, enfin voilà, donc il y a quand même quelques survivances du mode de vie ancien, et tout ça nous rappelle en fait que la nourriture c'est vraiment le problème central de Soleil Vert, et d'où d'ailleurs la faim. Alors sans vouloir spoiler, bon après il y a une solution qui est proposée, d'ailleurs qui a été reprise récemment par un chercheur suédois, je crois, pour résoudre le problème de la faim dans le monde. Et je crois vraiment que l'axe narratif central du film, c'est bel et bien la question de la nourriture. Le réchauffement climatique est bien sûr présent, la surpopulation est également très présente, mais la question de la nourriture, c'est comment nourrir une population qui ne cesse de croître, est vraiment l'enjeu essentiel du film. Et la solution que le film propose est assez spectaculaire à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins choquant, parce qu'il y a toute une série de films et de séries sur les zombies, sur d'autres choses. Et le thème, la solution proposée a déjà été traitée à partir des années 70-80 de manière très récurrente dans le cinéma. Mais à l'époque, en 73, mettre l'accent sur la nourriture de cette façon, je trouve que c'est très novateur, et je pense que ça fait écho à quelques questionnements de la part de scientifiques ou de la part de consommateurs sur cette manière de produire de la nourriture de façon industrielle, avec une perte du goût, une perte de la qualité, pour justement avoir des quantités suffisantes, baisser les coûts également de production, baisser les coûts dans les magasins, etc. Je pense que là, il y a quand même toute une série de questionnements qui sont en filigrane dans ce film et qui montrent qu'en fait, au-delà du réchauffement climatique que ce film met en scène de manière très spectaculaire, c'est la question de l'alimentation qui est au cœur de cette production. Moi j'avais une hypothèse sur le film, c'est que le film pour moi il est basé sur aussi comme 1984 ou le Truman Show sur le thème du grand mensonge, c'est-à-dire que la population ne sait pas ce qui se passe véritablement parce que le monopole alimentaire est détenu par le Soylent Company, celle qui détient la nourriture du Soleil Vert, etc. Et en fait j'avais l'impression que la Soylent Company avait besoin d'entraîner cette violence tout le temps de la population, justement pour pas spoiler, mais pour obtenir cette violence et la mort des gens finalement. Alors moi je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce qu'en fait on peut voir cette violence comme de trois façons. On veut dire qu'on peut appliquer 3 filtres pour comprendre, pour lire la violence qui est représentée dans Soleil Vert. Le premier filtre, c'est le filtre le plus évident. C'est qui dispose du monopole de violence légitime dans une société apocalyptique. Et donc ça, c'est un thème récurrent des romans de science-fiction et des films de science-fiction. On le voit bien dans Walking Dead, avec à un moment donné qui possède le pouvoir et comment l'exercer. Est-ce qu'on l'exerce de manière sympathique, est-ce qu'on l'exerce de manière démocratique, ou est-ce qu'on l'exerce de manière autoritaire, voire quasi fascisante. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est effectivement le grand mensonge. Alors le grand mensonge, c'est Platon, on l'évoquait déjà à propos de la théogonie d'Hésiode, c'est-à-dire un récit à l'origine presque de l'humanité, et donc à mon sens c'est un écho des pratiques gouvernementales, c'est-à-dire à l'Est comme à l'Ouest, le mensonge comme arme politique, le mensonge pour endormir les masses. Alors on peut penser au courage de craindre bien sûr pendant la Première Guerre mondiale, mais également à la propagande nazie entre 1933 et 1945, et puis après la propagande, que ce soit aux États-Unis ou en Union soviétique, au moment de la guerre froide. De manière originale, on retrouve cet élément permanent de la propagande avec la perversion du langage. Victor Klemperer l'avait écrit dans LTI. Les mots n'ont plus aucun sens. On parle de tablettes, on parle de soleil vert. On donne vraiment des noms absolument incroyables aux aliments. Et quand on sait de la manière avec laquelle ils sont fabriqués, on comprend que même le langage est perverti par cette société qui est engagée dans un processus de déni constant. Et la troisième lecture, c'est la vôtre, et à mon sens, c'est la plus forte, la plus prégnante, c'est que cette société qui est confrontée à des problèmes récurrents, chroniques, d'alimentation d'une population qui ne cesse de croître, doit effectuer de manière régulière des purges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le blocage d'une chaîne alimentaire, mais à un moment donné, en fait, il n'y a pas assez de matières premières
sans vouloir spoiler, pour pouvoir nourrir cette population en croissance. Et donc il faut des purges, il faut des saignées au sens littéral du terme, d'où la scène de l'émeute, qui n'est pas simplement une scène, on va dire, épidermique, mais je pense que c'est une scène qui s'inscrit dans l'économie narrative du film, qui reprend un de ces thèmes très porteurs. Alors aujourd'hui, on appellerait ça, un peu un effet de peur, c'est-à-dire qu'il faut un discours de peur, et que nous on connaît bien aujourd'hui avec le réchauffement climatique, la disparition des espèces animales, la disparition des espèces végétales, le mythe du grand effondrement, et le film le met déjà en scène, et c'est encore là son aspect, on va dire, précurseur. Mais d'ailleurs, c'est un aspect aujourd'hui qu'on retrouve dans tous les films d'éco-fiction, qui prédisent un futur horrible en montrant un quotidien complètement dénaturé, dégradé, etc. Et ce qui est d'ailleurs très palpable par le public. Il faut bien se rendre compte que ces purges, cette scène absolument incroyable, d'émeutes urbaines et de répression par des bulldozers, quand même, est très palpable pour le public des années 70 aux États-Unis, peut-être un peu moins en Europe, mais on n'a pas la même lecture que les Américains, à savoir que ça rappelle les grandes émeutes urbaines qui à l'époque, et d'ailleurs aujourd'hui encore, défraient régulièrement la chronique pour des raisons variées. Bon, on pense à Watts en 1968, qui a marqué par plusieurs jours d'émeutes plusieurs grandes villes américaines. Mais il y a également, une autre chose, c'est que il y a la répression. Cette répression est en fait très froide, très, très mécanique et presque désincarnée, puisque les policiers en fait ne répriment pas. C'est fait par des sortes de camions d'ordures qui sont totalement désincarnés, on ne voit pas les conducteurs, qui sont vraiment des machines froides, puissantes, et où les policiers ne servent que de bouclier à ces machines. Il y a, je pense, une forme de violence assez originale, de montrer que la violence est quasi mécanique et en fait est quasi presque instinctive. Et là, ça rejoint votre idée de la nécessité de manière régulière, de manière répétée, chronique de grandes purges, justement pour maintenir la population à un niveau, un niveau stable, à un certain niveau, qui permet en fait la survie de cette société divisée en trois castes. Where did you go with Silas? He took me to church. Church. Bless me, Father, for I have sinned. It has been 6 months since my last confession. Vous m'avez intriguée avec, en parlant de religion, parce que c'est vrai, là, quand j'y pense, la religion, il y a des clins d'œil parfois dans le film. Quel est le point de vue religieux dans ce film ? Alors, si on se base sur le roman, c'est Mekroum, qui est paru, donc Fête de l'espace, qui est paru dans les années 60. Le roman est très, très, très caustique, très critique à l'égard des religions et de toutes les religions. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, le thème central du roman, c'est l'explosion démographique. En fait, c'est un roman très malthusien, très, très caractéristique de son époque, de la fin des années 60, où on s'inquiète de cette bombe démographique. C'est une expression d'ailleurs qui est souvent reprise à l'époque, avec la croissance exponentielle et exceptionnelle de la population et comment la juguler. Et en fait, donc, il y a derrière... dans le roman, l'idée qu'il faut un contrôle des naissances, et d'où la critique des religions, puisque les religions ne sont pas encore, dans les années 70, très favorables au contrôle des naissances, à la contraception, à l'avortement, a fortiori. Et donc il y a une critique qui est en filigrane, qui se retrouve dans le film avec le personnage du prêtre, qui est un peu secondaire, mais la vision de l'Église, d'ailleurs, alors, c'est assez amusant, parce que l'Église joue son rôle traditionnel, c'est une sorte de centre d'abri qui accueille le miséreux, qui accueille le faible, l'opprimé. Donc on voit une scène dans une église, même une cathédrale qui était vraiment de vaste dimension, avec une foule de réfugiés, etc., qui dorment comme ça sur les bancs, même le sol, etc. Et puis le prêtre qui fait ce qu'il peut sans aucun moyen. Mais le prêtre, à un moment donné, a quand même, donc on entend en confession le secret du film, le secret qui nourrit tout le film, et il est totalement écrasé, et on voit que l'Église, en fait, qui est incarnée à travers l'image de ce prêtre, ne réagit pas, puisqu'il refuse, de dire la vérité, d'avouer la vérité, et puis se laisse assassiner, parce que la vérité ne peut être dite, ne peut être découverte et annoncée publiquement. Et puis ils se rendent compte aussi que c'est une violation d'un des commandements majeurs des religions, et quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manger la chose avec laquelle est fabriquée la nourriture qui est offerte à la population. Donc il
il y a comment dire, ce faisceau de critiques issu du roman que l'on retrouve un peu quand même en filigrane encore une fois dans le film. Et en fait, les scénaristes n'ont gardé que ce côté un peu critique d'une église dépassée, en fait, dépassée par la situation, dépassée par le mensonge. Et puis, il y a peut-être aussi... alors après, il faudrait regarder de manière très attentive les images, les séquences où on voit l'église et le prêtre, mais on peut peut-être aussi, à première vue, j'ai vu aussi une église qui ne sert en fait qu'à cautionner la société qui existe, qui offre peu d'espoir en fait. C'est un peu l'opium du peuple, c'est-à-dire qu'elle n'offre pas de solution, et on n'a même pas l'impression qu'il existe un paradis, qu'il existe une meilleure vie après la mort, et on voit vraiment une église totalement dépassée par la situation qui n'engage pas une réflexion, qui n'engage pas une action, et qui se contente en fait de gérer la situation, et qui, lorsqu'elle découvre la réalité de la situation, en fait, se réfugie dans la mort, et qui est aussi d'ailleurs une critique très très sévère de l'Église, parce que le suicide est banni dans toutes les religions, et en fait le prêtre se laisse suicider. Donc je pense que ça c'est aussi un axe narratif, alors peut-être pas un des principaux, mais secondaire, qu'il faut peut-être revoir un peu, cette image de l'Église. Mais là encore, c'est ce que je disais en introduction de l'émission, c'est que c'est une survivance du roman, où la critique des églises et des conservateurs est vraiment très très forte et très vigoureuse. Dans la littérature, on voit la littérature de science-fiction, on voit quand même souvent un rapport justement à cette nature qui disparaît, ce danger de la nature qui n'est plus dans le futur. Mais dans le cinéma américain des années 60, 70, 80, c'est moins présent, je trouve, ou alors j'ai moins regardé de films que vous. Non, tout à fait, vous avez raison, c'est que en ce sens le film est très précurseur. C'est-à-dire que, alors, c'est très précurseur parce qu'il met l'accent sur la destruction de l'environnement, il met l'accent sur le réchauffement climatique dont on perçoit les effets, comme vous avez dit. Les personnages ont toujours chaud. La palette chromatique est vraiment qui évoque également le réchauffement. C'est-à-dire quand on voit le film, on sent presque le réchauffement, on sent presque la chaleur avec cet entassement, cette moiteur dans les scènes. On voit les gens qui ont chaud, on entend que les appareils de climatisation ne fonctionnent plus. Donc on sent presque le réchauffement climatique. Mais il ne faut pas oublier aussi que, et c'est l'intérêt de cette séquence introductive qui est vraiment une très très belle séquence avec une musique dissonante qui montre l'évolution de l'humanité et la manière dont au fur et à mesure de notre évolution on détruit l'environnement. On voit les personnes qui s'entassent dans les métropoles, on voit les cimetières de voitures, les embouteillages, les personnes dans les rues, etc. Et ça, ce n'est pas neuf par contre, parce que dès le 19e siècle, la pollution industrielle elle est entrée dans le champ des angoisses modernes. Moi, je pense par exemple au smog à Londres qui tue 11 000 morts, qui tue 11 000 personnes en 1880, et dont les romanciers s'emparent. Et donc ça, c'est pas très très nouveau. Et par contre, ce qui est intéressant, pour la nature qui disparaît en 73, c'est très récent, c'est très novateur, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de revoir cette séquence introductive avec en noir et blanc, etc. Puis après, la couleur survient. Parce qu'à mon sens, c'est une mise en scène du syndrome de Frankenstein. C'est-à-dire que la créature, c'est-à-dire l'industrie, l'activité économique, échappe au créateur. Il finit par détruire l'environnement, finit par détruire la nature. Et en ce sens, c'est assez novateur de le représenter en 73. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout c'est plus du tout rare. Moi, je pense aussi à un film un peu plus tardif, mais La Forêt d'émeraude de John Boorman en 1985. C'est un des premiers films à montrer la destruction. C'est pas le premier, mais c'est un des premiers films à montrer la destruction de la forêt d'Amazonie, avec la construction d'un énorme barrage, etc. Et puis l'impact sur les populations amérindiennes qui vivent dans la forêt. Et donc, il y a une prise de conscience. Alors, plus récemment, Elysium avec Matt Damon en 2013. La Terre est polluée, la Terre est surpeuplée. On retrouve encore ces tropes dans ce film. Et je crois que Soleil Vert a ouvert la voie en montrant justement, en allant jusqu'au bout d'un processus. On connaît les dangers de l'activité industrielle, on en connaît les ravages, mais après je ne
je ne sais pas, il faudrait qu'on regarde ensemble des dizaines et des dizaines de films, mais je crois que personne n'avait montré le stade ultime, des conséquences de l'activité industrielle sur la nature avant Soleil Vert. What is the secret of Soylent Green? Même si la fin est vraiment très désespérée par rapport à d'autres films. J'évoquais les films de Christopher Nolan il y en a deux qui évoquent justement les problèmes environnementaux comme Tenet et Interstellar. Mais il n'y a pas ce côté désespéré. Alors que là, le film Soleil Vert, c'est complètement... ça se termine mal, quoi. Ah oui, il n'y a aucun espoir, il y a strictement aucun espoir. Et de façon, d'ailleurs, c'est une fin doublement tragique. C'est une fin tragique d'ailleurs parce que, le personnage principal a un destin, assez malheureux, d'une part. Mais en fait, toute sa quête a été vaine. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont mortes pour qu'ils puissent, découvrir la vérité, ça ne résulte sur rien parce que lui, il meurt. Il a découvert la vérité, il veut l'annoncer et son officier supérieur, son lieutenant, ne dira jamais la vérité. Parce que cette vérité ne peut pas être dite, parce que c'est la fin même de la société. Et c'est vraiment c'est très rare d'ailleurs dans les films hollywoodiens, et là vous avez une fois de plus raison, que la fin soit sinistre. Généralement, les films hollywoodiens s'arrangent pour que la fin soit, ouvre un champ des possibles, soit plutôt optimiste que pessimiste. Et c'est très rare qu'un film hollywoodien se termine de manière aussi pessimiste, aussi brutale. Il n'y a aucun espoir dans Soleil Vert, en fait. Et même à un moment donné, le personnage principal de Charlton Heston découvre l'amour et il refuse l'amour. Il refuse l'amour parce qu'il est engagé dans sa quête. Donc il n'y a pas de place pour l'amour, il n'y a pas de place pour la religion, il n'y a pas de place pour une vie meilleure après la mort, il n'y a de la place pour rien. Et c'est vraiment un film noir, un film sinistre et un film très très pessimiste. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que 2022, c'est demain. Et est-ce que on peut s'interroger sur est-ce que notre société est aussi sinistre que celle qui est dépeinte dans Soleil Vert en 1973. Ouais, c'est super intéressant. Enfin, c'est l'un des films qui m'a le plus vraiment troublé au visionnage parce que il est un peu vraiment très oppressant. De bout en bout, on se dit mais oui, c'est vraiment une quête vaine. C'est un film déprimant en fait. Ah, c'est vrai, ouais. C'est un film qui, je pense que c'est un des plus beaux films du cinéma hollywoodien. Le cinéma hollywoodien compte beaucoup de très grands films, mais là c'est vraiment un film super parce que il y a un casting exceptionnel, c'est très bien filmé, il y a des décors qui sont prestigieux, tout est travaillé, ça fait les effets de temporalité, il y a aussi une prise de conscience sur les risques que pose notre société moderne par rapport à la nature et à l'environnement et à notre propre survie d'ailleurs. C'est un vrai film philosophique, c'est pessimiste mais c'est très philosophique. Et puis c'est aussi, et je pense qu'on voit son intérêt et sa richesse, parce que c'est un film qui a été très souvent repris. Moi je pense par exemple à un épisode des Simpsons où on fait allusion, mais alors, de manière flagrante à Soleil Vert, et même dans South Park fait une sorte de clin d'œil à la dernière scène du film, à l'avant-dernière scène du film, lorsque Saul est dans le centre de transformation. Et donc c'est vraiment un film qui a marqué toute une génération. Parce que les Simpsons c'est de notre génération, mais qui a marqué cette génération parce que justement, comme vous dites, c'est un film angoissant du début à la fin. Il y a pas d'humour dans ce film. C'est vraiment un film sans humour. C'est un film où rien ne fonctionne, où tous les appareils techniques fonctionnent. Alors on peut retrouver ça un peu avec Wall-E, sous une forme plus primesautière. Mais c'est un film où toutes les choses ne fonctionnent plus en fait. C'est-à-dire que personne ne sait réparer les choses. Et c'est vraiment une société qui est arrivée au bout d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle vit encore sur un mensonge, sur un grand mensonge, pour reprendre votre très belle expression, mais en fait elle n'a aucun espoir, c'est-à-dire que les climatiseurs tombent en panne, les systèmes d'alarme tombent en panne, personne ne sait les réparer, les caméras tombent en panne, la police pour maintenir l'ordre n'a que des camions d'ordures, dans une société qui ne produit plus d'ordures en plus. Je trouve que c'est fascinant cette scène, et c'est vrai que c'est un film qui est désespérant, un peu comme The Walking Dead, mais Walking Dead, il y a dans cette série, il y a toujours un peu un espoir en fait. Il y a la naissance de la fille du héros principal, ils arrivent à survivre malgré toutes leurs épreuves. Il y a quand même une sorte d'once d'humanité qui survit, mais dans ce film il n'y a rien.
J'évoquais le post-humain, mais là, il n'y a même pas de post-humain possible. L'homme, c'est la fin. La fin arrive avec la disparition de l'homme. Et ça, d'ailleurs, c'est marrant que le studio ait autorisé cette fin et pas autrement. Oui, alors c'est vraiment la magie du cinéma hollywoodien qui parfois arrive à produire un peu des ovnis comme Soleil Vert, hein, parce que bon, à l'origine, lorsqu'ils ont adapté le roman, ils ne voulaient pas se focaliser sur l'aspect démographique. Ils voulaient autre chose. Et donc, les conseillers techniques, etc., ont proposé donc, ce que vous savez, à savoir la manière dont on règle le problème alimentaire en 2022. Et ils ont eu un moment de grâce, je pense. C'est le dernier film tourné en studio. À une époque où on sent que les films en studio coûtent de plus en plus cher, et puis la télévision fait concurrence, au cinéma ça marche moins bien, et puis ils sont servis par un acteur qui est en train de mourir. Personne ne le sait, sauf Charlton Heston. Il n'y a que lui qui sait que son camarade est atteint d'un cancer. Et donc je pense qu'il y a un moment de grâce qui réunit plusieurs choses, la volonté de faire autre chose que le roman, le dernier film produit dans le grand studio MGM, la dernière apparition à l'écran d'une star du cinéma hollywoodien, Robinson, la présence de Charlton Heston qui a tourné dans de nombreux films progressistes où ça se passe mal. Je suis une légende, La planète des singes. Donc il y a tout un faisceau d'éléments qui Richard Fleischer, qui connaît bien le Moyen-Âge, qui a filmé 20 minutes sous les mers, où justement on se méfie de la science est dangereuse, la science peut amener la fin de l'homme, l'amène la guerre. Donc je pense qu'ils sont une sorte de mariage, un peu, improbable, et qui donne lieu à un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, si on en parle encore aujourd'hui, 50 ans presque après sa réalisation, c'est que le film est exceptionnel. Mais c'est vrai que il est très singulier dans la production hollywoodienne, ce pessimisme, cette noirceur, et ça ne répond d'ailleurs, ce pessimisme foncier ne s'inscrit pas du tout dans la culture populaire américaine, parce que la culture américaine, comme vous le savez, elle est fondée sur l'optimisme, ça ira toujours mieux demain, il y a toujours une nouvelle frontière à conquérir. Là, c'est un film sans frontières, en fait. C'est un film sans espoir. Et quand on regarde d'ailleurs le statut du savoir dans cette société, c'est assez incroyable, c'est réservé à quelques bibliothécaires qui sont inutiles et dont la seule utilité en fait c'est d'accompagner les policiers dans leur enquête. Le livre devient un objet rare. Il y a aussi une réflexion sur le savoir, sur ce à quoi sert le savoir, sur l'utilité sociale du savoir dans une société totalement en fait qui est en panne. C'est un moment de stase en fait qu'on nous présente, et je pense que c'est aussi ceci qui explique le caractère exceptionnel de ce titre. Ah, mais en plus le film Soleil Vert, il a pas eu de succès en sortant, il n'a pas rencontré son public. Non, c'est vrai, oui, il l'a rencontré qu'après. Alors ça arrive à de nombreux films qui, sur le moment, ne parviennent pas à conquérir les spectateurs. Donc aujourd'hui, c'est un film culte. Les gens, il est sorti en DVD, dans une belle édition. Quand il repasse à la télévision, sur les chaînes normales, il est plébiscité. Quand on tape Soleil Vert sur Google, on a des milliers d'entrées. Et vraiment, en plus, ça a été vraiment, c'est rentré dans la culture populaire. Je parlais des Simpsons et de South Park, mais je pense qu'il y a d'autres allusions. Je suis sûr que dans le rock'n'roll, dans la musique pop ou même le rap, on doit en parler également. Il faudrait vraiment travailler sur la résonance de Soleil Vert dans la culture populaire. Mais déjà, le fait que ça soit dans les Simpsons, c'est un signe. C'est un signe que c'est rentré dans la culture populaire, que c'est devenu une sorte d'objet un peu mythique. Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu de succès, malgré pourtant un contexte très favorable. Les années 70 aux États-Unis, le début du moins, c'est vraiment la prise de conscience vraiment des dégradations sur l'environnement, et les premières mesures sont prises, et les grands livres qui sont publiés, les grandes études. Mais est-ce que c'est à cause de ce contexte ? Parce que le public n'a pas envie de voir ce qui l'attend. Il n'a pas envie de... Voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être une explication peut-être un peu primaire, mais qui, à mon avis, a dû jouer aussi. Et puis, oui, c'est un film aussi atypique. C'est un film pessimiste, un film sans fin, en fait, sans espoir. Je pense que le bouche à oreille a dû jouer dans le sens inverse. Alors qu'aujourd'hui, c'est un film qui est en résonance avec nos propres préoccupations. Et ce qui explique pourquoi on en parle dans votre émission et comment on en parle ailleurs. Is the secret of Soylent Green.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez toutes les références filmographiques et bibliographiques dans la barre de description du podcast et sur le site web dédié au podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt dans le podcast Histoire naturelle.